Artiste au succès international, Natacha Saint-Pierre jongle entre sa carrière et sa vie de famille. Invitée du podcast Parents d'abord, elle se confie sur son rôle de mère, ses défis et ses joies au quotidien. Natacha, bonjour. Alors on connaît depuis quelques années maintenant la Natacha chanteuse, on a découvert l'année dernière la danseuse et quelle danseuse, et aujourd'hui j'ai envie d'en découvrir un peu plus sur la Natacha maman. Bienvenue dans le podcast Parents d'abord, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Merci. Alors il y a bientôt 10 ans, le 13 novembre 2005, tu es devenue maman. Maman d'un petit garçon devenu grand, 10 ans on peut dire que c'est devenu grand, qui se prénomme Bichente. C'est bien prononcé ? C'est extrêmement bien prononcé, bravo. Tout va bien. Alors moi j'ai découvert en préparant notre rencontre que ce prénom signifiait qui triomphe. Est-ce qu'on peut dire que ça fait écho à ce que tu as pu traverser pendant ta grossesse ? Tout à fait. Comme moi j'ai appris en cours de grossesse, au 7e mois de grossesse, que mon enfant avait une pathologie cardiaque. Quand j'ai fait l'écho morpho, c'était au mois de juillet. Et le médecin qui faisait l'écho morpho m'a dit « Il n'est pas bien placé, j'arrive pas à bien voir le cœur, donc je vais vous envoyer chez un médecin qui est plus spécialisé dans les échographies du cœur. Profitez de vos vacances au mois d'août, tout va bien, et au mois de septembre, prenez rendez-vous avec lui. » Et en fait, ce médecin voyait très bien ce qui se passait, je crois, et il s'est dit, je vais lui laisser passer son été tranquille, ça va rien changer à la grossesse, et au mois de septembre, elle voit. Et au mois de septembre, je vois ce médecin, qui était le docteur Lebidois, qui ne pratique plus maintenant, un cardiologue pédiatrique, et c'est dans la salle d'attente de son cabinet que je me rends compte qu'il y a un truc étrange, parce que je vois plein d'enfants. Il y a une ambulance qui arrive, plein d'urgences cardiaques. Donc je comprends qu'il n'est pas spécialisé dans les échographies, mais spécialisé dans le cœur. Et j'ai eu la chance d'avoir ce médecin, puisque quand il m'a annoncé la pathologie de Bichente, il l'a fait avec une petite phrase, mais une petite phrase qui disait en même temps « ça ne va pas, mais on va s'en occuper ». Il m'a dit « on va le sauver, votre bébé ». Et c'est ce que tu as entendu à ce moment-là ? La première phrase que j'ai entendue, c'est ça. Et en fait, il y a un peu un mélange d'émotions parce qu'on comprend qu'il y a un truc qui ne va pas quand même. Oui. Mais il met de l'espoir dans sa façon de l'annoncer. Sa façon de l'annoncer, je pense qu'annoncer à une maman que le bébé qu'elle attend n'est pas en santé, c'est quelque chose de pas facile. Et je trouve qu'il avait vraiment la forme et la manière de la faire. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a ? Et là, il m'a expliqué les 4 malformations cardiaques. Et il m'a dit, on va faire aussi une amyosynthèse. Je dis, pourquoi ? Et il m'a dit, parce que souvent, cette pathologie cardiaque est associée aussi à une trisomie 21 ou à d'autres maladies neurologiques. Et donc là, je suis assez angoissée. Je prends rendez-vous pour l'amyosynthèse, qui est évidemment pas tout de suite. Tout de suite, il y a 2 semaines de délai peut-être. Et ces 2 semaines sont très très longues. Et depuis le début de la grossesse, je m'inquiétais de moi, comme beaucoup de filles. Est-ce que je prends du poids ? Moi qui avais eu des problèmes du trouble alimentaire, la gestion de mon poids est importante. Comment j'allais faire quand j'allais être maman pour travailler en même temps et avoir un enfant ? Des questions normales finalement. Des questions de femme qui est enceinte pour la première fois. Exactement, oui. Où on ne sait rien en fait. Et à ce moment-là, le monde a arrêté de tourner autour de moi. Et je dis souvent que moi, je ne suis pas devenue maman en tombant enceinte, ni à l'accouchement. Je suis devenue maman ce jour-là où il a fallu en fait que je sauve mon bébé, que je devienne maman. Et là, mes questions étaient autour de mon enfant. S'il a une pathologie neurologique, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'avorte alors que je vais être arrivée au 7e mois de grossesse ? Oui, tu étais en fin de grossesse. Oui. Ou est-ce que je le garde ? Plein de questions. Et le temps d'attente entre l'amyosynthèse et le résultat me semble hyper long. Je ne crois pas que ça a été si long que ça, mais dans mon souvenir, ça me paraît comme un mois. Et quand j'apprends qu'il n'a pas de pathologie neurologique, je suis soulagée parce que c'est ça en moins. Ouais. C'est un truc en moins. Bien sûr. Et après, j'avais tout mon plan de grossesse. Je devais accoucher dans une clinique, Sainte-Félicité, tout ça. Et ça ne se passera pas du tout comme ça. Je dois annuler parce que je dois accoucher à Necker.
La fin de grossesse, elle est longue et j'ai besoin, au moment, je vais partir au Canada faire une émission de télé et j'ai besoin de lui donner un prénom. Pour revenir au début de votre question, je fais long, je suis désolée, parce que je peux plus l'appeler que le bébé. J'ai l'impression, dans ma tête de maman avec un enfant malade, que s'il a un prénom, il existe déjà, donc il vit déjà. Et je cherche et je tombe sur Bichente. Bichente, c'est Vincent en basque. Son papa a des origines basques et il voulait un prénom basque. Et je trouve les prénoms basques assez jolis, donc pourquoi pas. Et Vincent, ça veut dire celui qui vint. Moi, j'ai des origines italiennes. Et chez les Italiens, à l'époque, le premier-né masculin s'appelait Maximus, qui veut dire le plus fort. Maximus, c'est Maxime aujourd'hui. Et donc, je l'ai appelé Bichente Maxime parce que celui qui vint le plus fort, je me disais, il part avec une énergie qui va l'aider à avancer. Alors, on parle de l'échographie du 7e mois. Avant, il y a forcément eu une ou deux échographies. C'est une pathologie qui n'avait pas pu être décelée avant ? Non, la pathologie n'était pas décelable avant. On la décèle à l'échomorpho où on va aller vraiment voir en détail le bébé. Parce que le reste, physiquement, se développait bien. Son cou avait la bonne longueur, son tibia avait la bonne longueur, il avait 4 membres. Enfin, tout allait bien. Tout allait bien, oui. Ouais. Et donc là, on découvre cette pathologie à 7 mois. Est-ce qu'on te propose d'accoucher plus tôt ? On ne me propose pas d'accoucher plus tôt. Au contraire, il faut que j'aille vraiment au terme de cette grossesse parce que plus le bébé est lourd, plus il a des chances de survie. Et on veut attendre que mon enfant fasse 3 kilos avant que j'accouche. Sauf que je vais commencer à avoir beaucoup de rétention d'eau. Et on est à ce stade où je fais de la pré-éclampsie, c'est-à-dire que je m'empoisonne moi-même. Et il faut trouver le moment idéal pour déclencher l'accouchement où il y a le service de cardiologie, où il y a de la place, où le bébé est assez gros et où moi je suis pas trop en danger. Donc on fait une date et il se trouve que la veille de cette date, je perds les os. Il avait décidé qu'il choisirait sa date. Il arrive. Je perds les os, mais comme je suis très sportive, j'ai les muscles du ventre bien solides. Et donc, le col de l'utérus va mettre un temps fou à se détendre. Et on ne veut pas me donner la péridurale parce qu'on dit que ça peut ralentir le travail. Alors que dans mon cas, c'est quand finalement j'ai la péridurale que je passe de... Là, on est vraiment dans des histoires de maman. Je passe de 2 à... en 30 minutes, j'ai la péridurale, je suis à 2, le col de l'utérus ne se détend pas alors que ça fait bientôt 20 heures que je suis en travail. J'ai la péridurale et 30 minutes après, le bébé est sorti. Ah oui, c'est express. Parce que le col de l'utérus va s'ouvrir et on va me dire, comme la péridurale fonctionne que d'un côté, on me dit, tournez-vous sur le côté pour faire descendre le liquide. Mais quand je me tourne sur le côté, le cœur du bébé ralentit. Et le bébé commence à fatiguer parce que ça fait longtemps qu'il est en train de vivre le travail, qu'il n'a plus de liquide amniotique. Et du coup, il faut que j'accouche vite parce que son cœur commence à avoir du mal. Et au moment de l'accouchement, c'est là où on l'envoie directement. On me dit, prenez-le dans vos bras. Et j'ai tellement travaillé, je suis tellement faible, j'ai peur de l'échapper. Et je dis, je ne suis pas capable de le tenir, Donc, je lui fais un bisou et il part en échographie pour qu'on voit son cœur tout de suite. Pendant ce temps-là, moi, il se passe ce qui doit se passer. On est le placenta, tout ce qu'il y a à faire, oui. Et soit la circulation va se remettre normalement dans son cœur tout de suite, la pression entre les ventricules, soit ça va pas se faire et donc il faut l'opérer tout de suite. Je fais partie des chanceux, il fait partie des chanceux, on ne sait pas pourquoi ni comment, la pression sanguine se met correctement bien qu'il y ait une fente entre les ventricules. Et donc on peut attendre parce qu'il ne fait pas 3 kilos, il fait 2,7 kg à la naissance. Et là on va attendre qu'il fasse 4 kilos pour l'opérer à 4 mois. Ok. Il mange, il est allaité, Bichente, il mange, mais au bout de ces 4 mois, il ne fait pas encore tout à fait 4 kilos.
Je me souviens de le peser sans arrêt, avec l'espoir qu'il grossisse. Oui, ça devient une obsession un peu. Oui, parce que après l'accouchement, comme tous les bébés, dans les premiers 24-48 heures, il perd un peu de poids, donc il fait plus de 2,7 kg. Et là, j'ai 4 mois pour lui faire prendre du poids, et c'est long. Ouais. Et est-ce qu'il doit y avoir une appréhension quand même en attendant ces 4 mois? Est-ce que il doit y avoir une crainte qu'il se passe quelque chose? Parce que c'est un enfant qui a un problème cardiaque quand même. Tout à fait. Il peut faire ce qu'on appelle une crise de Fallot. Donc, on essaie qu'il pleure le moins possible, qu'il soit le moins possible essoufflé. Il a des coliques. Donc, pour toutes les mamans, tous les papas qui ont eu des bébés, faire en sorte que votre bébé pleure le moins possible, c'est vraiment du travail. Donc, il est beaucoup au sein. Parce que dès qu'il a envie de pleurer, je me mets sur le ballon d'exercice, je sautille, je l'allaite, je joue, on dort très peu. Et moi, je sais que c'est ces 4 mois-là qui sont les plus durs pour moi. Je suis très à l'aise dans le milieu médical. Donc, quand je suis dans un hôpital, ça va. Quand je suis en suivi intensif, ça va. Mais à partir du moment où je suis seule à la maison avec mon enfant, c'est là où je suis le plus inquiète. J'ai peur d'être obligée de faire un massage cardiaque à un enfant, à un bébé de surcroît. Mais ça n'arrivera pas. On va se rendre à l'opération des 4 mois. C'est le jour de ces 4 mois, le 13 mars. Et il fait pas tout à fait 4 kilos, mais ça va bien se passer. Et là, à ce moment-là, tout est réglé, les malformations sont... Tout sera pas réglé. En fait, la tétralogie de Fallot, comme le nom le dit, tétralogie, il y a 4 malformations dans le cœur. Il y a une ouverture entre les ventricules. Le cœur, il est divisé en 4, 2 ventricules, 2 oreillettes. Donc là, il y a une ouverture entre les ventricules. Il y a un déplacement de l'aorte, il y a un déplacement de l'artère pulmonaire et il y a la valve pulmonaire qui est incomplète. Normalement, elle a 3 petites portes pour qu'il n'y ait pas de fuite sanguine à chaque fois que le sang oxygéné arrive. Et lui, il n'a que 2 petites portes. Et on nous explique que le chirurgien va choisir au moment où il l'opère si il met une valve en plastique ou s'il juge que la valve incomplète peut faire le travail pour le moment. Et le chirurgien va nous dire « j'ai gardé la valve défectueuse parce que si j'en mets une en plastique, on a l'obligation à l'adolescence de le réopérer parce que le plastique ne grandit pas en même temps que le cœur, lui, va grandir. » Bien sûr. Là, il se peut qu'à l'adolescence, cette valve incomplète ne soit plus suffisante et qu'il y ait une trop grosse perte de sang oxygéné et qu'on doive l'opérer. Mais il se peut aussi qu'il arrive à fonctionner comme ça. Donc, il a réparé 3 des malformations. Il en a laissé une qui est, comme tous les enfants qui ont eu des pathologies cardiaques à la naissance, Vicente, il est suivi tous les ans. Il va voir son cardiologue chaque année. Il y a une échographie du cœur. Tout est suivi. Et donc, chaque année, on voit comment ça évolue. Et là, d'année en année, on voit que ça va bien. Il y a une petite perte de sang oxygéné à chaque battement de cœur, mais rien d'alarmant. Donc, on espère qu'en grandissant, ça continue. On verra à l'adolescence. Et il a pu avoir donc une enfance normale, jouer avec les enfants comme tout le monde, faire du sport. Comment ça s'est passé par la suite? Pour Vicente, ça se passe très bien. On fait partie des gens qui rencontrent toujours le meilleur, en fait, des situations. Dans l'adversité, on a toujours les meilleures options. Parce que chez les enfants qui ont été opérés à cœur ouvert, il y a aussi plein de petits... comment je dirais, de petits trucs autour qui vont se greffer, qui sont compliqués. Ça peut faire des enfants qui vont parler plus tard, ou des enfants qui vont avoir des troubles moteurs, ou certaines pathologies où il va y avoir eu des manques d'oxygène. Il peut y avoir des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, des troubles de l'attention, beaucoup de troubles du sommeil chez les enfants qui ont été opérés à cœur ouvert. Mais tout ça, les médecins ne nous le disent pas au début parce qu'on a tellement à gérer qu'ils ne vont pas nous parler de tous ces petits troubles-là qui peuvent arriver aussi. Ça viendra après. Et qui arrivent à beaucoup d'enfants. Donc nous, on a eu, dans tous les troubles qui étaient possibles, on n'a eu que troubles du sommeil. C'est pas très grave, troubles du sommeil. On avait un enfant qui dormait très peu, qui se réveille souvent. Donc des parents qui dorment très peu aussi. Oui, comme j'allaitais, c'est une maman qui dort très peu. Et en fait, j'ai fini par mettre un matelas de 140 dans sa chambre, au sol. J'ai mis des coussins ronds, là, des traversins, tout le tour, que j'ai mis sous le drap contour. Comme ça, il ne pouvait pas tomber. Et il dormait dans ce lit. Et quand il se réveillait la nuit, j'allais le voir. Je le réconfortais. Et si je me rendormais là, je restais là. Parce que au bout d'1 an et demi à dormir 4 heures par nuit,
j'ai abdiqué le bébé dans sa chambre, maman dans la sienne. Et tout ce dont il avait besoin pour se rendormir, c'était maman est là, tout va bien. Ma main dans son dos et paf, il repartait. Et je me suis aperçue que et lui et moi, on dormait plus quand je prenais pas le temps de le sortir de son lit, le rendormir, le remettre dans son lit, retourner dans le mien. Et j'ai complètement déculpabilisé sur le cododo. Et il y a un moment donné aussi, comme j'avais un enfant qui dormait très peu, j'ai aussi complètement déculpabilisé sur un bébé, ça doit se coucher, un enfant de 3-4 ans, ça doit se coucher vers 20h, 19h30, 20h. Parce que le mien, il se levait à 4h du matin quand je faisais ça. Et donc, j'ai compris que c'était pas un rythme avec lequel il pouvait fonctionner. Il avait besoin de faire une sieste l'après-midi, mais je devais le coucher plus tard pour qu'il se réveille à 6h. Et encore 6h, c'est tôt. Et aujourd'hui, c'est encore un enfant à un peu plus de 9 ans maintenant qui fait pas des très longues nuits. Il se réveille, quand il est avec moi, il se réveille entre 6h30 et 8h le matin. 8h, on est content. 8h, c'est la grasse mat. Ah non, mais 8h, on est les rois du monde, mais 8h, il s'est couché à 23h minuit. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Il ne fait plus de sieste. Et à l'époque, quand il était bébé, il ne faisait que des siestes en mouvement. Donc, c'est-à-dire moi qui le balade dans la poussette ou en voiture. Et donc, plein de fois, je suis partie avec lui dans le siège auto en voiture. Et une fois qu'il dormait, je me garais. Et je dormais moi aussi dans la voiture. Ah ouais. Ouais. Mais on trouve des trucs parce qu'à un moment donné, plus personne ne fonctionne. Non, puis il faut se caler sur le rythme finalement, sinon tu récupères pas. Et il faut arrêter de se dire tous les enfants sont pareils. Oui, les enfants ont besoin de sommeil. Oui, en France, il y a un déficit de sommeil, mais il faut aussi trouver comment faire en sorte que notre enfant dorme. Et peut-être que lui, il peut pas se coucher à 19h30 et se lever à 7h. Voilà. Comment on arrive à traverser donc cette épreuve déjà en tant que maman et en tant que couple, parce que c'est un chamboulement quand même, c'est pas évident. Hein. C'est un chamboulement. Nous, on a eu chacun nos moments où il y en a un des deux qui devait être le plus fort. Je sais que moi, c'est toute la partie qui se passe à l'hôpital. Le avant et le après. Son papa avait la technique un peu de l'autruche. Lui, il se disait, tout va aller bien. Si ça se trouve, quand il va naître, il n'y aura pas de problème au cœur. À l'opération, tout va aller bien. Bref, moi, j'étais celle qui gérait ces périodes-là, où lui était moins à l'aise. Par contre, la période à domicile, entre la naissance et l'opération, les 4 premiers mois, c'est la période où moi, j'avais besoin d'être assurée. Et comme lui était pompier, lui, il savait faire un massage cardiaque sur un nouveau-né. Et c'est à ces moments-là où je le mettais, lui, plutôt en locomotive que moi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'était important d'alterner. En fait, on ne peut pas être fort dans tout. Non. Chacun aura ses moments de force. Et le papa, lui, a été fort pendant les 4 mois où Bichente avait un trouble cardiaque et était à la maison. Ça t'a appris des choses sur toi? Tu t'es découverte différente face à cette situation? Ça m'a rendue plus... c'est pas plus modeste, c'est moins exigeante envers les autres. Quand j'ai compris que on est tous forts à des endroits et faibles à des endroits, et on peut pas toujours demander aux gens d'être forts là où nous on est forts. J'ai appris ça, et j'ai appris aussi le lâcher prise, parce que quand on remet son enfant à un chirurgien, je savais qu'il y avait 50% de chances qu'il décède à l'opération, 50% de chances qu'ils survivent. Et dans le 50% de chances qu'ils survivent, il y a un pourcentage, je ne sais plus lequel, qu'ils survivent, mais que le cœur ne redémarre pas comme il doit redémarrer et que donc on doit mettre un pacemaker. Donc on entre aussi dans un autre cas. Donc je sais ça quand il part en salle d'opération. Donc quand je donne mon bébé, c'est peut-être la dernière fois que je le vois vivant. Et en fait, je ne peux pas opérer moi-même. Donc je suis obligée de faire confiance à quelqu'un, j'ai pas le choix. C'est une opération qui a duré combien de temps? Elle a duré 3 ou 4 heures. Pendant ces 3 ou 4 heures-là, on nous recommande de ne pas rester à l'hôpital parce que ça nous paraît plus long et plus difficile. Donc, il faut qu'on se trouve des activités, il faut qu'on fasse des choses. Nous, on est partis, on avait un scooter, il fallait changer la batterie, on allait acheter une batterie de scooter. J'ai une amie qui habite à côté de Necker et on est allé chez elle. On est allé déjeuner dans un restaurant ensemble avec elle et on parlait, en fait, on essayait de parler de la vie normalement. Bien sûr. Comme s'il ne se passait rien. Bon,
il se passait quelque chose. Bien sûr. Quand on a l'appel qui dit vous allez, Bichente, l'opération est terminée, il est en réanimation, vous allez pouvoir rencontrer le chirurgien dans 1 heure. Et la personne qui nous appelle n'a pas le droit de nous dire, en fait, mais elle nous dit il est en réanimation, donc il est en vie. Et je ne sais pas si tout va bien ou pas, je ne me rappelle pas, mais elle ne peut pas donner de détails en tout cas, puisque ce n'est pas son métier, Bien elle sûr. n'est pas médecin. Et quand on rencontre le chirurgien, j'ai eu un ascenseur émotionnel énorme parce qu'il m'a dit vous savez le pacemaker dont je vous ai parlé, donc là, méga stress. Oui, bien sûr. J'ai pas eu besoin de le mettre. Soulagement immense. Je me souviens que ce chirurgien était pianiste. Il y avait un piano dans son bureau. Et tout du long où il me parlait, je regardais ses mains et je trouvais qu'il avait des si gros doigts. Et je me disais, comment on peut opérer un si petit cœur avec des si gros doigts ? Et ça a été quelqu'un de gentil. Après, Bichente, il avait des redons. Des redons, c'est des fils qui sont jusqu'au cœur et qui sortent au niveau du plexus solaire. Il y en avait 3 pour aider le sang qui continue de couler à drainer parce qu'il y a un petit peu d'hémorragie malgré tout. Et on est à l'hôpital. Et mon fils, j'ai eu le droit d'aller le voir en réa. Il va se réveiller. Moi, je lui ai chanté une chanson. J'ai encore la vidéo de ça. Les 4 mois avant qu'il parte se faire opérer, je lui chantais 3-4 chansons, toujours les mêmes. Et quand il était encore endormi, en soins intensifs, je lui ai chanté ces chansons-là et il s'est réveillé. Il a ouvert les yeux, il n'était pas complètement réveillé, mais il a ouvert les yeux au moment où je chantais une des chansons, où il rigolait à chaque fois dans cette chanson parce que je chantais très très aigu. Et là, il a ouvert les yeux. Donc j'ai imaginé en tout cas qu'il avait compris. Je voulais qu'il sache que je suis là. J'avais pas le droit de l'allaiter, pas le droit de rien. Il était intubé, donc il a compris que j'étais là. Le soir, j'ai eu le droit de retourner le voir. Il n'était plus intubé. Il était réveillé, mais très sédaté, donc partiellement conscient. Bien que j'avais pas le droit de l'allaiter, j'ai mis le sein. Je venais de tirer mon lait, donc il n'y avait pas vraiment de lait. C'était juste pour qu'il puisse téter, pour qu'il puisse avoir le réconfort et l'odeur. Il s'est endormi. J'ai dû rentrer dormir chez moi, le laisser seul à l'hôpital. Et le lendemain, il sortait déjà des soins intensifs. Et il allait en soins longue durée pour récupérer. Là, ça m'a paru très très long. Je crois que je suis restée 1 semaine à l'hôpital, mais ça m'a paru tellement long. Si je reviens en arrière et que je devais vous le raconter, j'ai l'impression que je vous dirais, j'y ai passé 1 mois. Je sais que c'est pas 1 mois, mais j'ai eu ce sentiment-là. Alors, tu as écrit une chanson, Mon cœur sera ton cœur, donc qui raconte un petit peu ce parcours. Et à un moment, tu dis, pour que chaque seconde devienne l'infini. C'était un peu une thérapie d'écrire ce titre. L'espoir que finalement, ça irait loin et ça durerait longtemps. C'était un peu pour lui parler à lui, cette chanson. Parce que j'ai toujours voulu qu'il sache qu'il avait traversé une grosse épreuve, mais qu'il était normal. Parce que beaucoup de parents qui ont des enfants qui seront malades vont les mettre un peu sous cloche. Et moi, j'avais pas envie que mon fils vive ça. Je voulais qu'il ait une vie normale. Et donc, je me suis répétée souvent, tu as eu un début extraordinaire, mais tu es normal. Et du coup, je le laisse faire, peut-être un peu plus même que d'autres parents, toutes ces conneries. Je l'ai laissé grimper, je l'ai laissé sauter, je l'ai laissé monter dans des arbres, faire des expériences, alors que d'autres mamans font « Ah, il va tomber, attention !» Et moi, je voulais à tout prix qu'il sache qu'il était fort et capable. Et comment il le vit, lui ? Parce qu'il est en âge de comprendre tout ce qui s'est passé. Comment il vit le rendez-vous chez le cardiologue, son problème de santé ? Il aime bien aller voir son cœur. C'est rare qu'on peut voir notre cœur battre, donc lui, il aime bien. Il y a 2 ans, il m'a dit « Maman, j'aimerais bien aller rencontrer les enfants comme moi à l'hôpital. » Et comme je suis encore en contact avec tout le service de cardio de Necker, j'ai appelé le docteur Fanny Bajol là-bas et j'ai dit « Est-ce qu'on peut venir vous faire des chansons de Noël ?» Elle a dit « Ah, mais oui !» Et on est allé dans les chambres où soit les parents, soit les enfants avaient envie, avec mon fils et mon conjoint. Et on a amené un mini piano, le piano de mon fils, là, un piano pour enfants, un maracas et des clochettes. Et on est parti dans les chambres et on chantait des chansons de Noël. Et Bichente était très content de faire ça. Il s'était pris d'affection pour une toute petite fille qui était là.
Ses parents ne pouvaient pas être là tout le temps, donc le matin, il était seul. Et donc, il est resté beaucoup avec elle. Et il avait besoin de voir, je pense, par où il était passé. Et le docteur Bajol a été génial parce qu'elle lui a dit, ça, c'était ta chambre, quand tu as été opérée, ça, c'était ci, ça, c'était... Elle lui a tout montré. Et même si moi, je lui avais raconté, et j'avais fait un album photo. Oui, j'allais y venir, c'est ce que j'avais lu. Ouais. De tout ce qui s'est passé. Et dans cet album photo, il voit les chirurgiens, les infirmières, il se voit lui. Mais je pense qu'il voulait le vivre. Et cette année, il ne m'a pas proposé d'y aller, il n'y a pas eu besoin d'y aller. Il chante aussi? Il aime la musique. Je ne pense pas qu'il en fera un métier, mais il adore écouter de la musique, il adore chanter, il adore danser. Il a une fibre artistique. C'est très étonnant. Alors justement, tu dis qu'il adore danser, c'est une parfaite transition. Donc l'année dernière, tu as participé à Danser avec les stars. Tu en es sortie victorieuse aux côtés d'Anthony Colette. Et sur l'un des primes, tu as dansé pour ton fils. Oui. Et c'est vrai que je revoyais les images des répétitions où tu expliques un peu à Anthony par quoi vous êtes passé. Et tu es frappée par une chose, c'est la manière dont Anthony arrive à te comprendre. Ouais. Alors que lui n'a pas d'enfant, n'est pas père. Et tu le dis, tu fais s'il devient père, ce sera un père fabuleux parce qu'il a vraiment su capter ton histoire et la raconter à travers une chorégraphie. Ça t'a marqué, ça? Ça m'a marqué et Anthony est une personne mature émotionnellement. Et il sera un très bon papa, même s'il en doute, même s'il ne sait pas, même s'il n'est peut-être pas prêt, il est jeune, oui, bien sûr, il vient d'avoir 30 ans. Mais il a compris le lien qui unit une maman et son fils. Je pense qu'il est très proche de ses parents, de son frère, et ça aide aussi. Tout ça. Et il a traversé des épreuves aussi, pas les mêmes que moi, mais il a aussi traversé des épreuves et il a vu sa mère se battre pour lui aussi. Donc je pense qu'il y avait de ça aussi. Il se reconnaissait un peu. Mais il se reconnaissait. Ce lien mère-fils, finalement, peut-être. Ouais, je pense, et je suis désolée pour tous les papas qui nous écoutent, que ce qui unit une maman à son enfant, c'est vraiment très particulier. Quand un enfant naît, on le sait, une part de son sang va continuer à tourner dans notre système sanguin, et une part du mien continuera toujours à tourner dans le sien. Je l'ai eu dans mon ventre, il y a quelque chose de viscéral. On connaît encore trop peu l'épigénétique pour savoir à quel point porter un enfant et les sentiments qu'on a pendant la grossesse ont une influence vraiment directe sur cet enfant. Et j'ai hâte de voir la science évoluer dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'à un moment, Natacha, après la naissance de Bichente, tu as eu envie d'avoir un autre enfant? Pas au début. Pas les 4 premières années. Du tout. J'avais envie, j'étais contente qu'il soit en vie, je voulais profiter de lui. Et mélanger travail et vie de maternité, si j'en avais eu un autre, j'ai l'impression qu'il y a un des secteurs qui aurait été obligé de souffrir. J'avais réussi à réorganiser mon travail, j'avais organisé ma vie de maman, ça fonctionnait. J'avais pas envie de rajouter un élément dans l'équation qui fonctionnait. Puis, je me suis séparée. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfant. Et la question s'est posée à un moment donné. On a essayé et ça n'a pas marché. On a voulu commencer un parcours PMA. Et en cours de route, on s'est dit, le monde est pas facile. On ne sait pas l'avenir pour nos enfants. Est-ce qu'on a le courage de créer un bébé dans ce monde-là sans savoir ce que l'avenir lui réserve? Ou est-ce qu'on se fie au destin et on se dit si ça doit arriver, ça arrive? Et on a abandonné le parcours PMA qu'on avait commencé et on s'est dit s'il doit arriver, il arrivera. Et je ne veux pas prendre la responsabilité de ne pas avoir de contraception, oui, mais d'aller jusqu'à avoir la science de mon côté pour mettre un enfant au monde. Je n'ai pas le courage de cette responsabilité. Et je trouve ça formidable que les parcours PMA existent. Je trouve ça formidable qu'il y ait des gens qui utilisent ces parcours-là. Et moi, j'ai juste choisi d'avoir confiance au destin. Voilà.
Comment il a vécu un peu, Bichente, ton parcours dans Danse avec les stars? Parce que, bon, il y a ta carrière musicale, il y a tes tournées, mais là, il y avait un enjeu quand même toutes les semaines. Ah non, mais il a adoré ça. Il est venu me voir aux répètes. Ouais. Il venait me voir sur le plateau. Il adorait jouer avec tous les cadreurs. Pendant les répétitions, il filmait. Pendant un moment, il voulait devenir steadicammer. Il se promenait avec sa caméra qu'il avait fait avec un sac à dos et tout. Il adorait le plateau. Il était un peu la mascotte. Il était super bien accueilli par les autres danseurs, par l'équipe de production et tout. Il avait vraiment sa place là-bas. Il connaissait tous les couloirs. Il se baladait. Il adorait ça. Et au dernier Prime, il est venu. Et il y avait mes parents aussi. Et mon père me racontait, parce qu'il était sur les genoux de mon père, qui disait « Papy, je crois que j'ai envie de pleurer parce que c'est trop beau. » Et je trouve ça tellement mignon d'être ému par de la beauté à son âge et d'être capable de le verbaliser. Mais il a vécu la beauté, mais il a vécu aussi... En fait, j'avais envie de lui transmettre un message que quand on veut, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Et que si on y met les efforts, on peut arriver. Et même des fois, on peut mettre les efforts et pas y arriver. Et il m'a vu des semaines mettre les efforts et avoir malgré tout des mauvaises notes. Et il m'a vu une fois en entraînement, la semaine de la valse. Ma tête sait ce que je dois faire et je ne sais pas pourquoi mes pieds m'écoutent pas. Je leur dis, va à droite, mais ils y vont pas. Et il me voit pleurer ce jour-là et je lui dis, tu vois, là, je suis découragée parce que j'y arrive pas. Je pourrais abandonner, mais j'abandonne pas parce que j'ai envie d'avoir du courage et de la volonté. Et c'est pas facile, mais je choisis de continuer. Tu comprends ça? Et ça, il l'a compris. Et comment tu arrivais à concilier? Parce que c'est quand même une implication de fou, cette émission. Alors, j'ai la chance d'avoir un conjoint formidable. Parce que le vendredi, je travaillais. Donc, qui allait chercher Bichente le vendredi, dans les Landes, après l'école, qui le ramenait à Paris. Et moi, je retournais dans les Landes le dimanche. Je le laissais chez son papa pour la semaine, le lundi matin. Et j'arrivais le lundi en début d'après-midi à Paris pour me réentraîner. Et pendant les vacances scolaires, il est resté sur Paris avec moi. Oui, parce que venait, pendant Danse avec les stars, il faut oublier d'aller vivre ailleurs. On est à Paris. Et ma maman était à la maison. Et dans le jour, elle s'occupait de Bichente. Et quand je rentrais le soir, Bichente, qui était très fan à l'époque de Thibaut InShape, me faisait des entraînements. Donc, il fallait que je m'entraîne avec lui. Donc, vas-y, les squats et tout. Il avait dit, maman, t'as les fesses plates, il faut que tu fasses des squats. Il faisait faire des squats, des abdos. Et après, on allait à la pratique de foot parce que le club de Saint-Maur avait accepté de le prendre pendant les vacances scolaires. Bref, foot, là où on était. Et... ça s'arrête pas finalement. Ah non, mais j'avais tellement mal partout, mais je jouais au foot avec lui. Là où on était logé, il y avait un petit jardin, donc je jouais au foot dans le petit jardin avec lui. Je le couchais le matin, je me levais plus tôt pour petit déjeuner avec lui, pour jouer. Il y a une amie qui un jour m'a demandé comment t'as fait pour retrouver ta ligne si vite après l'accouchement. Et je lui ai dit, en fait, tu vois, toutes les fois où tu es assis chez toi, ça n'existe plus. Voilà. Et le vrai truc, c'est si on veut vraiment être avec notre enfant et s'en occuper, on n'est plus jamais assis. Moi, j'ai un enfant qui adore jouer, donc on joue. Et des fois, quand je lui dis, j'ai pas envie de jouer, chérie, il me dit, mais comment on peut avoir envie de pas jouer? Tu veux faire quoi? Mais je dis, je voudrais juste boire mon café. Et là, je me souviens que le matin, il y a une règle, c'est maman ne joue pas tant qu'elle n'a pas bu son café. Ah, j'ai la même règle, c'est obligatoire. Voilà. Et il vient et il regarde dans ma tasse, il fait « Mais maman, tu bois pas vite !» Et des fois, il dit « Tu sais, tu peux amener ton café dans ma salle de jeu, hein, maman ?» Ou alors, ils viennent au-dessus de la tasse et ils disent « T'as fini ?» Non, non, il en reste encore du café. Ils n'en peuvent plus. Et si t'en prends un deuxième, alors là, c'est la fin. Là, c'est la... Mais comme toutes les mamans, maintenant, j'apprécie même le café froid. Parce qu'on se fait un café, on fait un truc, je vais faire une lessive. Et là, quand je suis là où je fais la lessive, je dis « Ah ouais, il faudrait que je fasse ça. » Donc, je fais ça, je reviens. « Ah mince, j'ai oublié mon café. » Je le réchauffe une fois. Et en fait, toutes les mamans font ça. Quelles sont les premières choses qu'il t'a dit quand t'as gagné l'émission? Il n'a rien dit. On attendait parce que je ne veux pas le montrer à l'écran. C'est mon conjoint
qu'il tenait et qui disait attends, ça filme. Ah, et on voulait courir vers toi. Il voulait courir vers moi, il me sautait dans les bras et on attendait que les caméras arrêtent de tourner. Et là, quand ça a enfin arrêté de tourner, qu'on est enfin allé à la pub, là, il a couru et il a pleuré dans mes bras. Il était trop fier, trop content. Et le soir, il a dormi avec le trophée de Danse avec les stars dans sa chambre. C'est pas vrai. Et il y a encore non, on l'a mis, parce que là, on est rentré à la maison, on l'a mis dans la salle à musique. Est-ce qu'il a un moment dans l'émission, une danse qu'il a vraiment adorée ? Parce que tu fais quand même diverses danses. C'est vrai, je lui ai pas demandé. Je pense qu'il a aimé pour lui, la plus belle, c'est la toute dernière que je fais, où je fais le porté Dirty Dancing, là. Ouais. Lui, c'est sa danse préférée. Ok. Je crois que c'est celle-là. Alors là, on a les vacances scolaires qui approchent. Comment tu gères justement les vacances, que vous bougez, vous voyagez, vous faites quoi Nous, le mois de février, c'est les vacances où on va au Canada. Ah. Donc, on part du soleil des Landes. Quoique cette année, il fait frais. Ouais. Mais on va partir du soleil des Landes pour aller vers la neige du Canada. Il n'y avait pas de neige jusqu'à présent, donc là on est ravis, il y a de la neige. Et cette année, puisque Bichente, il a une cousine qui a le même âge que lui, il a décidé d'aller passer une journée à l'école au Canada. Parce qu'il veut voir comment ça se passe l'école au Canada, c'est différent. Et il a très à cœur d'avoir la double culture réellement. Il a les 2 passeports, mais il veut pas... Parce que j'ai beaucoup répété ça, je dis, c'est pas qu'un papier être canadien, il faut que tu saches aussi ce que c'est. Tout ce que tu apprends à l'école en France, il faut que maman te l'apprenne quand on va là-bas. Et donc là, il va aller à l'école au Canada et il veut faire une rédaction qui va donner à la maîtresse canadienne pour expliquer les différences entre l'école au Canada et la France, et une qui va amener en France pour donner à sa maîtresse. Donc ça, c'est son projet pendant nos vacances au Canada. Hyper sympa, très bonne idée. Ouais. Et il aurait envie d'y vivre, il te demande parfois ? Il aimerait bien y vivre quand il sera plus grand, parce qu'il aime le climat, parce qu'il aime le lieu. Mais bon, je pense que quand on est petit, quand il voit le Canada, c'est en vacances. Et c'est que des activités sympas. Donc, je ne sais pas si, quand il y sera... Après, il y a une autre problématique en France qui est le monde de l'assurance pour les enfants avec des pathologies cardiaques. Dans tous les pays du monde, les enfants qui sont nés avec une cardiopathie congénitale, qui ont été opérés et qui sont considérés comme guéris, sont assurables normalement. On ne les considère pas comme des patients cardiaques. Okay. Ce qui est le cas en France. En France, on les considère comme des cardiaques au même titre qu'une personne qui a de l'embonpoint et les artères bouchées et qui a eu un pontage. Donc, ils ne peuvent pas être assurés. Bien qu'ils soient plus suivi qu'une personne normale et en général en meilleur état cardiaque qu'une personne lambda. Donc Bichente, pour acheter une maison, pour aller aux études, pour les possibilités d'emploi, ce sera plus simple pour lui dans un autre pays que la France, malheureusement. D'accord. Et avec l'association Petit Cœur de Beurre, ça fait partie de nos combats, justement, de militer pour que la France s'aligne, d'un point de vue assurance, sur d'autres pays, comme entre autres le Canada. Ok. Alors là, il y a un nouvel album qui va arriver courant 2025, qui, bien entendu, s'en suivra d'une tournée. Ouais. Bichente, tu lui demandes son avis sur les chansons que tu peux écrire, que tu mets sur ton album. Tu lui fais écouter avant. Comment tu lui gères ce processus ? Il n'a pas un droit de veto, mais quand les choses sont faites, je lui fais écouter. Il me dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Comme beaucoup d'enfants, il n'est pas fan de sa maman, mais il écoute certaines chansons. Il y a des chansons qu'il aime. Il aime particulièrement l'album Mon Acadie et l'album de Noël. Il aime venir en spectacle, mais j'essaie de ne pas l'amener en tournée au mois de septembre, par exemple. Avec la rentrée. Je préfère que tout le mois de septembre, il ne m'accompagne pas si j'ai des dates le week-end. Mais après, quand j'ai une date le samedi, qu'il a envie de venir, ou pendant les vacances scolaires, parce que lui, il s'y amuse. Les gens à l'éclairage, je me souviens une fois, il avait une tenue de gladiateur et ils lui ont fait des photos avec la lumière qui reflétait sur son épée et tout. On visite des villes, on dort dans des hôtels, on va manger au resto. Et il n'y a que pendant l'heure du spectacle où lui, il est en loge
avec une personne de l'équipe qui a son diplôme, je ne sais plus comment on appelle ça, ce diplôme-là, pour s'occuper des enfants en camp de vacances et tout ça. Un BAFA. Un BAFA, voilà, qui a son BAFA et qui pendant 1 heure joue avec Bichente. Donc c'est encore merveilleux. La dernière fois, je suis rentrée dans la loge, ils avaient fait une construction de Capla monstrueuse. Et c'était magnifique. On l'a filmé et tout. Et après, on va à l'hôtel. Ouais, c'est ludique pour lui, en fait. Pour lui, aller en tournée, c'est aller en vacances un petit peu. Et donc, je pense que quand j'y vais sans lui, ça le bug un peu. Ouais. Bah oui, parce qu'il se dit que tu profites, entre guillemets, hein, parce que toi, tu fais pas de Capla dans ta loge. Non, mais entre guillemets, je profite sans lui. Ouais. Donc, et quand il était petit, il adorait, je finissais de me préparer, et je lui donnais un pinceau, et il me mettait du blush, je lui donnais ma brosse, et il brossait derrière, et il était convaincu qu'il m'avait coiffée et maquillée. Est-ce que tu montais sur scène comme ça ou tu faisais une petite retouche ? Je n'avais pas nécessairement besoin. Il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup de blush sur le pinceau. Hein. Il écoute quoi comme musique ? Parce que tu me dis qu'il n'est pas fan de sa maman. Il écoute de tout. Mais genre, il écoute la Marseillaise version longue chantée par Mireille Mathieu. Comme il écoute les plus récents rappeurs, il me fait découvrir des trucs. Il écoute de la variété, il écoute de l'américain. Il est fan d'Eminem. Il a adoré la chanson de l'Eurovision de l'an dernier, de Slimane. Il a adoré. Il m'a ressorti il n'y a pas si longtemps Indila, Dernière danse, qu'il a appris à jouer un petit peu au piano. Mon conjoint Vincent est pianiste, donc quand il aime vraiment. L'autre jour, il m'a demandé de lui apprendre une chanson de Dr. Dre au piano. Donc, il écoute de tout. Et on était en voiture et il m'a mis aussi Félicie aussi. Ah ouais, c'est étonnant pour un enfant de presque 10 ans. Il adore la partie il y avait un fauteuil plein de puces, Félicie aussi. Il adore ça. Ouais. Et il regarde un peu les émissions The Voice, Star Academy, tout ce qui est un peu émission musicale. Il regarde sans regarder parce que comme il est venu avec moi en coulisses beaucoup, il y a une magie en moins. Ouais. À regarder les émissions de télé. J'ai fait Les Traîtres, je l'appelais chaque soir. Quand j'ai fait Masked Singer, il est venu sur le plateau, il a essayé un costume. Ah ouais. Ouais, il était rentré dans le cupcake. Il était tout petit à l'époque. Là, il est venu sur Danse avec les stars. Il connaît les costumes, il connaît les caméras. Il voit comment on filme. Donc pour lui, ça a un peu moins de magie que pour quelqu'un qui l'a jamais vu. Oui, il voit l'envers du décor. En fait, lui, ce qu'il aime, c'est être là-bas. C'est pas le regarder à la télé. Et il te demande quand sera la prochaine émission que tu vas faire, parce que j'ai l'impression qu'il s'habitue à être sur les émissions avec toi. Il m'a pas demandé, mais c'est vrai qu'il s'habitue. Il est venu à Fort Boyard. Ah, ça c'est super pour un enfant. Ça faisait plusieurs fois qu'on me demandait et je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas envie de faire cette émission parce que j'ai la trouille. Mais si mon fils a le droit de venir sur le fort, je viens. Et il a eu le droit d'y aller, donc j'ai pas eu le choix. Il a pris les serpents dans ses mains. Et après, pendant 4 mois, il me disait, maman, j'aimerais bien qu'on ait un serpent à la maison. Et je disais, oui, mais bon, il faut attendre un peu avec les tortues, parce qu'on a des petites tortues, il risque de les manger. Peut-être quand les tortues seront plus grandes, en espérant que l'idée lui passe. Ça y est, c'est enfin passé. Il a de la suite dans les idées, hein. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Natacha. Merci à vous. De m'avoir parlé de ton fils, de ta grossesse, de ta vie de maman pendant ce podcast. Merci et bonne continuation pour l'album à venir et pour la tournée. Merci à vous. Et un gros bisou à Bichente. Merci à vous. Merci. Parents d'abord est un podcast de télé-loisirs et femmes actuelles. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre appli de podcast préféré.